Bonjour et bienvenue dans la complexité. L'objectif de cette vidéo est d'introduire à la complexité des phénomènes inhérents au développement durable en prenant comme exemple l'augmentation de l'effet de serre et ses conséquences sur l'ensemble de la vie sur Terre. Rappelons tout d'abord que l'effet de serre est naturel et que sans lui, la vie n'aurait pas pu apparaître sur notre planète car sa température n'aurait pas dépassé moins 15 degrés. Le problème actuel vient donc du fait de l'augmentation de cet effet de serre dû aux activités humaines telles que les transports, le chauffage, l'agriculture, l'industrie, mais aussi la déforestation et l'augmentation de la vapeur d'eau. Nous reviendrons plus tard sur cette dernière. Le grand problème de cette augmentation de l'effet de serre est qu'il est bien trop rapide pour que la faune, la flore et a fortiori l'être humain aient le temps de s'adapter, comme ce fut le cas au cours des multiples changements climatiques qu'a connus notre Terre depuis l'apparition de la vie il y a près de 4 milliards d'années. Cette augmentation de l'effet de serre a pour conséquence une augmentation de la température globale moyenne de notre atmosphère. C'est pourquoi il n'est pas faux de parler de réchauffement climatique global. Mais les conséquences locales de celui-ci pourront varier considérablement. Ainsi, certaines régions verront leur température augmenter très fortement et leurs précipitations diminuer, ce qui va participer à la désertification. D'autres, au contraire, subiront de fortes pluies, ce qui participera au lessivage et à la déstabilisation des sols, provoquant des glissements de terrain et des inondations. Les conséquences globales, quant à elles, touchent à l'augmentation de la température globale au sol, ainsi qu'à l'augmentation de la température qui va provoquer une dilatation de l'eau et ainsi augmenter le volume des océans. Les deux effets cumulés sont à l'origine du bouleversement des équilibres globaux dont les conséquences sont souvent violentes et imprévisibles. Il est bien sûr erroné de présenter les choses de manière si écartelée, car les conséquences globales vont influencer les conséquences locales et vice-versa. Mais comme mon objectif est de vous montrer comment une approche systémique peut aider à comprendre des mécanismes complexes, je me permets de ne focaliser votre attention que sur les conséquences globales de cette augmentation de l'effet de serre. L'augmentation de la température va provoquer la fonte des glaces, qu'il s'agisse des glaciers, des neiges dites éternelles, de la banquise ou des calottes. Ces surfaces blanches vont alors faire place à des surfaces plus sombres, qu'il s'agisse de roches ou d'eau, qui vont emmagasiner la chaleur et la restituer sous forme d'infrarouge, ce qui contribue à augmenter la température de l'air. Voilà une première boucle de rétroaction. Cette augmentation de la température de l'air va aussi participer à une augmentation de l'évaporation. Or, comme nous l'avons vu précédemment, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre puissant. Nuages et vapeurs sont donc des pièges très efficaces pour maintenir la chaleur à l'intérieur de l'atmosphère. Pensez aux nuits glaciales dans les déserts, dues à l'absence de nuages et de la vapeur d'eau pour maintenir la chaleur emmagasinée durant la journée. Nous voilà dans une deuxième boucle de rétroaction. Ces boucles sont dites positives car elles augmentent l'effet initial, dans notre cas, la température de l'air. La fonte des glaces ne se fait pas qu'en surface. Elle atteint le pergélisol, plus connu sous son nom anglais de permafrost. Ces termes désignent un sol gelé en permanence. On trouve du pergélisol en altitude, près des neiges éternelles et des glaciers, mais aussi et surtout autour des pôles, comme au Groenland, en Alaska, au Canada ou en Russie. La fonte de ces sels gelés a trois conséquences. La première est la libération du méthane, ou gaz naturel, qui se trouve piégé dans le sous-sol depuis la dernière période glaciaire, c'est-à-dire des milliers d'années. Ce méthane, piégé, provient des plantes et des animaux dont la décomposition n'a pas abouti du fait de la glaciation, comme un aliment mis dans un congélateur. Or, comme nous l'avons vu précédemment, le méthane fait partie des gaz à effet de serre les plus redoutables. Sa libération participe donc à l'augmentation générale de l'effet de serre. Voilà encore une boucle de rétroaction en œuvre. La seconde conséquence de cette fonte du pergélisol n'est plus chimique mais mécanique. Les sols qui cessent d'être maintenus par de la glace deviennent instables. Les constructions humaines, qu'il s'agisse d'habitats ou de réalisations industrielles telles les oléoducs, subissent alors de graves dégâts et sont à l'origine de catastrophes écologiques telles que les marées noires terrestres. Enfin, troisième conséquence, le pergélisol a conservé intacts des virus et des bactéries vieux de plusieurs milliers d'années. Certaines bactéries ont déjà pu être identifiées.
Pour l'instant, elles n'ont présenté aucun danger pour l'être humain grâce à leur taille bien supérieure à celle qui affecte notre santé. Néanmoins, on ne peut évacuer la possibilité que certaines bactéries ainsi libérées soient potentiellement pathogènes pour notre espèce ou pour d'autres espèces vivantes. Intéressons-nous maintenant à l'augmentation de la température et du volume des océans. Cette montée des océans, qui met en danger l'existence même de certains archipels, n'est due qu'en partie à la fonte des glaces, notamment des calottes. Pour rappel, la fonte de la banquise n'est pas concernée. Je vous laisse refaire l'expérience du glaçon dans un verre d'eau rempli à ras-bord pour vous en convaincre. Cet apport d'eau, dû à la fonte des glaces, ne va durer que le temps que celles-ci disparaissent totalement, ou du moins que leur disparition se stabilise. Cette conséquence est donc variable, dépendante du temps que les êtres humains mettront pour limiter le réchauffement climatique et l'augmentation globale du niveau difficile à évaluer. Pour complexifier ce calcul, la déforestation, par l'érosion des sols qu'elle favorise, empêche le stockage de l'eau de pluie et de ruissellement. De plus, l'eau libérée par la biomasse, lorsque celle-ci est détruite, se retrouve elle aussi dans la mer. Autant d'éléments qu'il est extrêmement difficile de chiffrer. La cause principale de cette augmentation du niveau des océans provient de la dilatation de l'eau sous l'effet de l'augmentation de sa température. Ce réchauffement de la masse océanique libère à son tour le méthane piégé en profondeur, ce qui participera encore une fois à l'augmentation de l'effet de serre. Nous voici à nouveau en présence d'une boucle de rétroaction. Mais l'augmentation du volume des océans ne touche pas que les terres dont l'altitude ne dépasse pas quelques mètres. En effet, l'infiltration de l'eau salée à l'intérieur des terres continentales, autant qu'insulaires, contribue à rendre impropres certaines nappes phréatiques et participe à la désertification des sols ainsi touchés. Cette disparition de terres arables et habitables, couplée à la montée des températures dans certaines zones fortement peuplées, oblige de nombreuses personnes à vivre un véritable exode. On parle déjà de réfugiés climatiques. Ces mouvements de population nuiront à leur tour à la biodiversité. L'augmentation de l'effet de serre contribue à un phénomène chimique intéressant, à savoir l'augmentation de l'acidité des océans. Cette augmentation de l'acidité provient du fait que le CO2 est soluble dans l'eau et lorsqu'il se dissout, il forme un acide. Goûtez une eau plate et la même eau gazéifiée et vous pourrez sentir la différence d'acidité. Comme il y a un équilibrage entre la concentration de CO2 dans l'air et celle dans l'eau, plus on pollue l'air avec du CO2, plus on rend l'océan acide. Mais, comme pour le méthane, celui-ci est également libéré avec l'augmentation de la température. Nous sommes à nouveau confrontés à un phénomène de rétroaction qu'il est difficile de modéliser et de quantifier. Par contre, l'acidification est déjà effective et mesurée, et ses conséquences sont désastreuses pour la biodiversité. En effet, l'acidité porte atteinte à la formation des coraux et sur tous les animaux qui construisent des coquilles calcaires, ce qui a des répercussions sur toute la chaîne alimentaire marine. Mais la fragilisation des récifs coralliens contribue également à l'augmentation des catastrophes dites naturelles, car ce sont ces récifs qui protègent les côtes des vagues déferlantes. Ce qui suit émane des modèles climatiques actuels, mais il est important de rappeler que la recherche sur les courants océaniques et leur interaction avec le climat est un domaine en évolution constante. Néanmoins, nous savons que l'intensité de certaines catastrophes naturelles, comme celle des cyclones, augmente de manière significative. Ce qui rend les modélisations très difficiles, c'est à nouveau les incertitudes que nous avons face à la manière dont l'être humain va ou non réagir pour limiter l'augmentation de l'effet de serre. Ce qui est sûr, c'est que si rien n'est entrepris, la fonte des glaces, couplée à une augmentation des précipitations dans le nord de l'Europe et de l'Amérique, aura un impact sur la salinité des océans en augmentant massivement l'apport d'eau douce ne contenant pas de sels minéraux. Or, le sel dissous dans l'eau la rend plus dense. Nous flottons mieux dans la mer que dans une piscine, le cas de la mer morte étant l'exemple type porté à l'extrême. Si cette eau devient moins salée en surface, il y a un fort risque que les eaux froides de la mer de Norvège et de l'Atlantique Nord ne plongent plus vers le fond de l'océan, perturbant ainsi les grands courants marins qui régulent le climat, comme l'AMOC
et à une plus petite échelle, mais très importante pour nos régions européennes, le Gulf Stream. Tout ceci participant à l'émergence de phénomènes météorologiques extrêmes. Voici une modélisation de ces courants thermo-halins. Sans que nous puissions en évaluer l'ampleur, les calculs relatifs à ces données sont extrêmement complexes et nous ne sommes pour le moment que dans la formulation d'hypothèses. Néanmoins, dans le pire des cas, comme on constate déjà un ralentissement de l'amok, un arrêt de ce que nous appelons le tapis roulant thermo-halin n'est pas à exclure. Or, ce mouvement d'eau sous-marine et de surface dans l'Atlantique est à l'origine de la régulation du climat tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cela provoquerait une chute brutale des températures, en particulier en Europe, et ce malgré un réchauffement global des températures au sol. Mais surtout, le mélange des eaux ne se faisant plus entre les eaux profondes et les eaux de surface, les sels minéraux essentiels à la croissance du phytoplancton ne seraient plus remontés des profondeurs. Or, le phytoplancton, ou plancton végétal, est l'élément de base de toute la chaîne alimentaire marine. De plus, le mélange des eaux par les courants marins garantit également l'apport d'oxygène dans les profondeurs de l'océan, ce qui permet une vie extrêmement riche. Sans oublier que ces courants marins participent au développement de nombreuses espèces marines qui les utilisent notamment pour leur reproduction. Tous ces éléments seraient très préjudiciables à la biodiversité. Enfin, n'oublions pas que le véritable poumon de la planète n'est pas la forêt tropicale, mais plutôt ces algues microscopiques qui constituent le phytoplancton. Sa réduction contribuerait donc de manière significative à l'augmentation de l'effet de serre. Nous sommes à nouveau confrontés à une boucle de rétroaction. La corrélation entre courant marin et évolution climatique, couplée à l'augmentation de la nébulosité, fort heureusement limitée par le phénomène de condensation, ce qui n'est pas le cas des gaz à effet de serre qui, eux, peuvent s'accumuler sans limite, nous permet de mieux comprendre les modifications climatiques locales exposées au début de cette présentation. Nous n'avons présenté dans ce schéma qu'une très petite partie des causes et des conséquences de ces changements et n'avons pas mentionné les multiples retombées économiques qui en résultent. Néanmoins, nous savons déjà que les perturbations climatiques provoqueront des mouvements de maladies, tels que le paludisme par exemple, et auront une influence significative sur la production d'énergie.